BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 19h32. Merci d'être là, merci d'avoir choisi BFM Business. Et bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, chaque soir, nous sommes là, 19h30, 21h, en direct à la radio, à la télé. Et on commente avec vous toute l'actualité tech du jour. Et croyez-moi, encore ce soir, l'actualité est très dense. Je vous rappelle aussi que Tech & Co, c'est les replays, les podcasts qui sont à votre disposition après la diffusion de cette émission. Avec au sommaire, ce soir dans Tech & Co, eh bien, on va dans un instant parler de cette tension qu'il y a entre Apple et le DMA. Voilà, Apple en guerre contre l'Europe. On va en parler dans un instant et on vous expliquera évidemment toute cette histoire. On évoquera aussi le marché des véhicules électriques chinois. BYD a triplé ses ventes en Europe et vient de sortir un véhicule qui va, écoutez bien, à 496 km/h. Voilà, c'est un record mondial. Et puis tout à l'heure, on s'intéressera au monde incroyable de l'optique avec Essilor et je recevrai un porte-parole d'Essilor sur le plateau de Tech & Co, Arnaud Ribado-Dumas, qui nous expliquera comment Essilor, grâce à la tech, a réussi à créer des verres optiques qui non seulement corrigent la myopie, mais qui soignent la myopie pour les enfants. C'est passionnant et ce sera en toute dernière partie de ce Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être là et bienvenue, c'est parti. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Évidemment, pour la première heure, comme chaque soir, car je sais que vous appréciez ce rendez-vous, on va débriefer l'ActuTech avec nos experts. Et ce soir, le casting est sympathique comme tout. Nous avons sur le plateau de Tech & Co Yves Maître. Salut Yves. Bonsoir. Yves Maître, operating partner chez Jol Capital, ancien président de HTC. Yves a travaillé dans énormément de boîtes tech. Tu as été notamment chez Orange il y a quelques années de cela. Et merci d'être là. À tes côtés, c'est Jean-Baptiste Kempf. Salut Jean-Baptiste. Bonjour. Jean-Baptiste Kempf, co-créateur du logiciel VLC. VLC, les amis. Moi, je m'en rappelle. Il est là-dessus. Voilà. Je crois que j'ai lu mes premiers DivX, mais il ne faut pas le dire, parce qu'à l'époque, c'était un peu tendancieux quand même, grâce à VLC, hein, JB. Non, mais c'était légal, c'était avant la LCEN, donc tu avais le droit. C'était légal. Tu avais un flou juridique. Voilà, mais j'avais un peu peur quand même, je tremblotais quand je lançais VLC. Hein. Voilà, et puis aussi, tu es aujourd'hui le CTO de Scaleway. Et nous avons aussi Jérôme Marin qui est là. Salut Jérôme. Bonsoir. Fondateur de Café Tech. Encore une fois, je vous invite chaleureusement à découvrir la newsletter de Jérôme qui, bien tous les jours, vous tient au courant de toute l'actualité. Exactement. Messieurs, pour commencer donc, on va partir et on va s'intéresser à Apple qui part en croisade contre les règles imposées par Bruxelles. Vous le savez, cette nuit, le groupe américain a publié un communiqué, c'est rare de la part d'Apple, dans lequel il exhorte l'UE à enterrer le fameux DMA, le règlement numérique censé éviter les abus des géants de la tech. À écouter Apple, le texte serait contre-productif et au final, c'est l'utilisateur qui en fait les frais. Anthony Morel nous racontait tout cela ce matin dans Good Morning Business. Il faut noter que c'est rare qu'Apple publie un communiqué autrement que pour faire la pub de ses produits, pour quelque chose de négatif. Donc ça montre bien à quel point ils sont énervés contre Bruxelles et plus précisément contre le DMA, le Digital Markets Act, qui soumet les géants de la tech à un ensemble de règles très strictes. Alors en ce qui concerne Apple, c'est par exemple l'obligation d'autoriser des App Store alternatifs sur l'iPhone, l'obligation de faire fonctionner certains services ou certaines applications avec des produits concurrents, bref, de sortir de cet écosystème complètement fermé et verrouillé qui est en fait la marque de fabrique d'Apple. Et c'est précisément, selon le groupe, ce qui pose problème. Parce que tout ça, dit Apple, eh bien, ça dégrade l'expérience des utilisateurs européens. D'abord, en générant des retards de sortie sur les produits et les services, le temps de les rendre compatibles avec ces règles. Le dernier exemple en date, c'est la fonction de traduction instantanée annoncée avec les derniers iPods. Eh bien, ça ne va pas sortir sur le marché européen, en tout cas pas tout de suite, le temps que ce soit compatible avec le DMA. Le deuxième argument, qui est l'argument préféré d'Apple depuis longtemps, c'est la sécurité. C'est-à-dire que ces règles, elles mettraient en danger les utilisateurs. Par exemple, le fait de s'obliger à s'ouvrir à d'autres boutiques d'applications et de systèmes de paiement non propriétaires, eh bien, ça augmente les risques d'arnaque ou de tomber sur des contenus potentiellement dangereux pour les enfants. Alors, il faut garder à l'esprit que tout ça, c'est une vision extrêmement partiale, celle d'Apple. On pourrait par exemple, leur rétorquer que les retards de fonctionnalités qui sont présentés comme inévitables, en fait, c'est aussi un moyen pour Apple de faire pression sur Bruxelles en frustrant les utilisateurs européens. Ah voilà.
La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ce sont ces nouveaux AirPods. Vous savez, les AirPods Pro 3 qui ont été annoncés lors de la keynote d'Apple avec les iPhones. Parmi toutes les nouvelles fonctionnalités de ces AirPods, il y a ce service de traduction simultanée. En gros, vous avez les AirPods captent, grâce à leur micro, le son, en tout cas la voix de la personne qui est en face, qui parle une autre langue. Traduction grâce à l'iPhone, remontée de la traduction dans vos AirPods et vous comprenez tout ce que vous dit votre interlocuteur. C'est quand même assez impressionnant. Cette fonctionnalité donc ne sera pas disponible pour l'instant en Europe. Espérons qu'elle arrive un jour. Et je pense que c'est la goutte d'eau qui a fait un peu déborder le vase. Ce qui est intéressant, c'est que suite à ce communiqué, l'Union européenne a répondu très vite, assez sèchement, en disant hors de question de toucher au DMA, Jérôme. Oui, tout à fait. Juste en préambule, je voudrais juste préciser quelque chose de très important, c'est que c'est très difficile en tant que journaliste ou même en tant que citoyen de savoir exactement ce qui se passe dans ces dossiers. Pour deux raisons. C'est que le DMA, déjà, c'est un texte qui fixe des grands principes, qui n'a pas de règles fixes, de règles claires. D'accord, donc il y a beaucoup d'interprétations, c'est ça ? Il y a beaucoup de discussions entre Apple d'un côté et la Commission européenne de l'autre qui ne sont pas publiques, donc on ne sait pas ce qu'ils se disent, on ne sait pas les discussions entre eux sur la traduction automatique, sur Siri notamment avant, donc ça on ne peut pas ça vraiment savoir. Et le deuxième point, c'est que ces entreprises, donc moi j'ai passé aujourd'hui et j'ai échangé avec la Commission européenne, j'ai échangé avec Apple, j'ai posé des questions très précises sur des détails qui me semblaient flous, et on ne m'a pas répondu en fait, on n'a pas voulu me répondre sur ces détails-là parce que voilà, on reste dans la culture un peu où ça reste entre Apple et Bruxelles. Donc, il faut être très humble sur ça, c'est qu'on ne sait pas vraiment quand Apple dit quelque chose. Moi, je suis incapable de vous dire si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Quand la Commission européenne dit quelque chose, je suis incapable de dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Je dois les croire. Et comme ils disent à peu près l'inverse, les deux, peut-être que la vérité, elle est au milieu. Peut-être qu'il y en a un qui dit la vérité, qu'il y en a un qui ment, ça, on ne sait pas. Après, pourquoi Apple sort du bois aujourd'hui ? Alors, je ne suis pas sûr que c'est parce qu'il y a l'histoire des AirPods. Moi, je pense qu'il y a... déjà, c'est une opération de communication, il faut bien le dire. Comme elle a dit Anthony Morel, on prend l'opinion publique européenne à partie en disant « Regardez, les méchants à Bruxelles, ils vous empêchent d'avoir votre traduction simultanée ou le nouveau Siri parce qu'ils veulent se payer les entreprises américaines. » Et deux, on prend aussi à partie l'administration Trump parce que, vous le savez, Donald Trump est contre le DMA et contre le DSA. Et dans les négociations commerciales qui ont lieu actuellement entre Washington et Bruxelles, l'administration Trump demande l'abrogation de ces deux textes. Donc c'est une opération de communication. Et pourquoi aujourd'hui ? Moi, je pense que le timing n'est pas anodin. C'est qu'il y a deux choses qui sont en train de se passer à Bruxelles en ce moment. Il y a d'un côté, il y a des consultations qui sont ouvertes par la Commission européenne pour savoir qui doit faire appliquer le DMA. Aujourd'hui, le DMA, c'est la Commission européenne qui applique le DMA. Apple et d'autres entreprises disent que ça ne doit pas être la Commission européenne parce que, alors au mieux, ils disent la Commission européenne est juge et partie parce que c'est elle qui a voté le texte, donc elle n'est pas forcément impartiale sur ce sujet. Au pire, ils vont dire ils sont là que pour se taper les entreprises américaines. Donc ça, c'est les premières consultations qui sont en train de se terminer. Et donc, ça peut expliquer pourquoi Apple sort du bois aujourd'hui. Et il y a une deuxième consultation publique qui concerne une procédure qui a été engagée contre Apple, dans laquelle ils ont pris une amende de 500 millions d'euros en avril sur le steering, qui est en fait le fait pour une application de rediriger les utilisateurs vers un site Internet sans passer par le système de paiement d'Apple et théoriquement sans payer de commission à Apple. Apple a été condamné 500 millions d'euros. Ils ont proposé des ajustements qui, clairement, si on regarde la condamnation, ils ne répondent pas du tout à ce que la Commission européenne a demandé. Oui. Et donc là, il y a une période... Parce qu'ils gardent une commission malgré le fait qu'on clique sur un lien qui amène sur un navigateur. C'est ça. Donc ils gardent un système de commission qui est extrêmement compliqué. Vraiment très compliqué. D'ailleurs, tout est fait pour que ce soit incompréhensible. Exactement. En fait. Et donc là... on est en train la Commission européenne a une période de consultation publique où il concerne donc Spotify et tous les autres qui sont contre ces règles d'Apple. Epic Games, voilà. Et il va y avoir une décision rapidement et la Commission européenne a le droit d'infliger des amendes journalières qui sont 5% du chiffre d'affaires, ce qui fait à peu près 50 millions de dollars par jour, ce qui fait à peu près 18 milliards d'euros par jour, 18 milliards d'euros par an. Et donc voilà, à mon avis, le fait qu'ils sortent, et c'est vrai qu'ils ne communiquent pas beaucoup, mais ils avaient déjà communiqué il y a 1 an et demi sur le DMA, où ils avaient été très très virulents sur le DMA et sur ce que fait Bruxelles. Je pense que voilà, le contexte, il est là, c'est plus que le fait des AirPods. Alors forcément, ça, pour le grand public, c'est ce qu'on retient, mais c'est plus un prétexte dans ce grande partie d'échecs qui est en train de se jouer à Bruxelles. Ce qu'on peut reprocher à Apple, après c'est vrai que c'est compliqué, évidemment je demanderai votre avis, que ce soit Jean-Baptiste ou Yves, mais c'est un peu comment dirais-je, le discours d'Apple qui met en avant la vie privée, le fait qu'on est là pour protéger en fait l'utilisateur Apple, alors qu'on sait que
évidemment, ça fait partie sans doute de la raison de tout cela, mais il n'y a pas que ça. Évidemment, hein. Apple ne veut pas casser en fait tout son système, tout son modèle économique, notamment concernant l'App Store. Moi, je te disais que je pensais que c'était, que l'épisode des AirPods était peut-être un peu lié à tout ça. C'est que c'est un produit qui a eu pas mal de rebonds dans l'actualité. Et c'est vrai que le fait de prendre à partie les Européens en leur disant, voyez, on sort un super produit, mais il n'y aura pas l'une des fonctions phares, qui est la traduction en temps réel, ça peut aussi jouer peut-être dans une certaine impopularité auprès de l'Europe pour les utilisateurs européens. Oui, mais très clairement, ça il l'avait déjà dit il y a 2 semaines, hein. C'est pas nouveau, en fait on le savait depuis 2 semaines que ça serait le cas, mais très clairement, oui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a une opération où on prend à partie, où on prend limite en otage en fait les utilisateurs européens. Comme disait Anthony Morel, on ne parle pas d'une entreprise, d'une start-up, on parle d'une entreprise qui fait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, de profit. Si il faut mettre des ingénieurs pour s'assurer que la traduction automatique est compliante et respecte le DMA. Alors, ce qui pose problème, c'est qu'il faut qu'elle soit interopérable, en fait. C'est-à-dire que, alors là aussi, il ne précise pas, j'ai demandé à Apple et Apple ne m'a pas précisé. Mais théoriquement, ça voudrait dire que, par exemple, si j'ai d'autres écouteurs que des AirPods, je puisse aussi avoir la traduction automatique en utilisant mon iPhone. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on peut imaginer que tout sort, tout passe par le téléphone. Et qu'en Bluetooth, finalement, en prenant n'importe quel écouteur, je pourrais avoir ce service-là. Apple ne veut pas. Oui. Et Apple, ce que je voulais dire, c'est qu'Apple, ils ont des ressources. S'il faut mettre une dizaine d'ingénieurs pour faire ça, ils peuvent le faire, en fait. Bien sûr. Donc c'est aussi qu'ils ne veulent pas le faire. Alors, ils l'ont fait pour certaines choses. Mais ils vont finir par le faire, en fait. Ils l'ont fait avec Siri. Quand ils ont annoncé Apple Intelligence, rappelez-vous, c'est arrivé 1 an après en Europe. Et ils ont dit oui, on ne peut pas. Et puis finalement, il n'y a plus de problème. Quand ça arrive en français, comme par hasard, là, il n'y a plus de problème. Et ça peut être lancé en français, en France. Voilà. Oui, voilà. Il y a aussi beaucoup d'esbrouf dans tout ça. Messieurs, qui commence là-dessus ? Moi, Jean-Baptiste. Je trouve ça assez rigolo. C'est de bonne guerre. Je trouve que quand même, globalement, tout le monde joue son rôle. Mais là, ce que je trouve qui est un peu étonnant, c'est qu'il y a un mélange entre l'ensemble des nouvelles régulations européennes, que ce soit CRA, DSA, DMA et IA Act. Et en fait, même dans le communiqué, c'est pas toujours très clair, parce que surtout la partie traduction simultanée, c'est notamment avec des modèles d'IA qui tournent. Est-ce que c'est... Parce qu'ils disent, oui, c'est les régulations européennes, ils contre le DMA, mais est-ce qu'il y a une partie qui est véritablement... Parce qu'au début, on nous expliquait que les trucs d'Apple Intelligence ne pouvaient pas arriver à cause de l'IA Act, et puis là, en fait, c'est à cause du DMA. Donc, ils sont pas forcément très, très clairs dans leur communication, et ils poussent, comme disait, un peu contre toutes ces régulations. En fait, aussi, ils ont un peu abusé, quand même, parce que quand tu regardes les marges, ça fait quand même des années qu'on leur dit, attendez, là, les 30% de paiement, c'est quand même abusé, vous faites plus de marge qu'un magasin physique, alors que vous avez juste du téléchargement. Ils ont dit non. L'histoire de la sécurité et des App Store, quand tu regardes le nombre de malware qu'il y a déjà, en fait, sur les apps aujourd'hui, c'est une raison qui est un peu fallacieuse. Et c'est pas que Apple. Il y a rien qui est spécifique à Apple. Google fait la même chose. Google a annoncé il y a pas très longtemps, personne l'a vu, que tu allais plus pouvoir mettre de tout seul des applications sur les téléphones Android. Avant, tu avais le droit à ce qu'on appelait le side loading, le droit de faire tourner tes applications. Ouais. Là, c'est fini. En fait, c'est une attaque globale de contrôle et qui va justement contre le DMA. Ils profitent justement de cette histoire de tarifs pour faire avancer un peu leur pion, alors qu'ils avaient globalement assez accepté, puisqu'on avait vu sur Apple Intelligence, finalement ils avaient accepté, ils étaient arrivés, ils ont fait un système de nouveaux marchés, et là en fait ils profitent, et ils ont raison, ils profitent de l'administration Trump qui fait un gros push sur les tarifs pour pouvoir faire avancer leur position, pour améliorer leur business model, et c'est de bonne guerre, et l'Union européenne répond correctement. Oui, parce que Apple a quand même a dû plier les Chines plusieurs fois quand même cette année, concernant le DMA. Les App Store alternatifs, mettre en place tout le système. Le fait qu'au démarrage de l'iPhone, on choisisse son navigateur, on choisisse son moteur de recherche, ça c'est nouveau. L'USB-C qui est arrivé, alors on ne sait pas si c'est intimement lié à une décision européenne. Voilà, mais c'est l'Europe qui avait obligé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que
je pense qu'Apple déteste être contraint, n'a même pas l'habitude en fait, n'a jamais été contraint par quiconque. Et là, il voit quand même les taux se resserrer. Et je continue, la liste, elle se poursuit. Le paiement par NFC, il a été obligé d'être ouvert en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux payer sans passer forcément par Apple Pay. Donc il y a plein de choses qui se passent. Et je pense qu'Apple déteste ça. C'est pas dans leur ADN. Et ils essaient à la fois de sensibiliser leurs utilisateurs européens pour leur dire, voyez, écoutez, là, enfin, le dernier truc que j'ai entendu, ils ont peut-être raison aussi, Apple, sur les stores alternatifs, on peut télécharger des contenus pour adultes. Ils disaient, nous, on s'est toujours défendu, c'était toujours notre ligne rouge sur l'App Store, impossible de télécharger des contenus pour adultes. Est-ce que c'est à eux de le décider ? Est-ce que c'est à eux de le décider ? Si je peux me permettre, François, c'est le pire des arguments. Enfin, des arguments, c'est le plus mauvais. Parce que si vous voulez regarder des contenus pornographiques, vous ouvrez Safari et vous avez accès. Donc ça, c'est vraiment pas un argument, en fait. Pour moi, c'est pas un argument qui est valable. Et puis, il y a plein d'applis bidons qui permettent d'avoir du streaming sur les App Store. Je pense qu'Apple a fait une erreur, et les entreprises américaines ont fait une erreur de parler de ça. C'est qu'en fait, ils te disent, finalement, c'est nous qui sommes juges de ce que tu as le droit de faire ou ce que tu n'as pas le droit de faire. Et donc, en fait, ils auraient dit, OK, en fait, tu dois cocher une case en disant, je suis bien un adulte, tu prouves avec ta carte bleue que tu es un adulte et tu peux y aller. Mais non, en fait, ils se sont posés en tant que censeurs en disant oui ou non. Et en fait, en faisant ça, ils rentrent notamment dans un cas où en fait ils font un choix sur les applis et donc en fait ils sont responsables. Donc en fait ils se font un peu taper dessus par l'Union européenne parce qu'en fait ils ont dit en fait vous avez une obligation. Vous n'êtes pas juste un distributeur, vous êtes un revendeur, vous avez des obligations et donc vous n'êtes pas un magasin standard qui fait du refus de vente. Mais quand on se place de l'autre côté, après Yves, bien évidemment, parce que je pense que tu dois avoir plein de choses, tu connais très bien aussi la philosophie d'Apple, ça va être intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Si on se met à la place de nous, consommateurs européens, c'est quand même embêtant le fait d'acheter un produit dégradé du fait que l'Union européenne a décidé qu'on n'est pas, par exemple, une fonctionnalité de traduction instantanée. C'est aussi embêtant. Alors, je ne sais pas si on ne peut pas dire que c'est l'Union européenne. En tout cas, Bruxelles ne dira pas que c'est l'Union européenne qui a décidé. C'est Apple qui a décidé de le retarder. Après, parce que vraiment, le gros problème, c'est est-ce qu'il faut que ça fonctionne avec les autres AirPods, enfin avec les autres écouteurs de Samsung ou d'autres. Techniquement, alors eux, ils vont vous dire que oui, ça pose des problèmes de sécurité, la voix, c'est des choses sensibles, mais techniquement, il n'y a pas de problème à que ça fonctionne, en fait. C'est juste qu'ils ont décidé que ça ne fonctionnerait pas. Pour l'instant, ça arrivera probablement. Donc, c'est pas... Alors, Apple va dire que c'est à cause de l'Union européenne. L'Union européenne dire que ce n'est pas notre faute, c'est à cause d'Apple. L'Union européenne, c'est la façon dont ils se défendent depuis le début. Donc, c'est toujours... Mais je trouve que, on est pris, enfin, certains utilisateurs d'Apple se retrouvent un peu pris en otage, finalement. Yves. Non, pour ma part, je suis absolument pas aligné du tout avec ce que tu viens de dire. Ce n'est pas les utilisateurs d'Apple qui sont pris en otage, c'est Apple qui prend en otage la démocratie. Okay. Si on reprend ce que tu viens de dire, aujourd'hui, il y a une démocratie en Europe. Tous les pays européens sont sous un régime démocratique. Ils élisent un certain nombre de représentants au Parlement. Ces représentants font une loi. Donc cette loi représente l'opinion, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, l'opinion de la majorité des Européens. Donc c'est une loi absolument démocratique. À partir du moment où on s'oppose à cette loi avant qu'elle soit votée, qu'on fasse un lobbying, qu'on aille expliquer, etc., pour défendre son beefsteak, c'est tout à fait normal. Et c'est un cadre normal, d'une procédure normale, comme ça existe partout dans les démocraties. Une fois que cette loi est en place et qu'elle a été votée, il y a des moyens de recours. On les utilise. Quand on n'a pas réussi, enfin, quand ces moyens de recours n'ont pas abouti, on se conforme à cette loi. Et on ne commence pas à prendre les Européens en otage en se positionnant, comme tu l'as fait remarquer, comme un censeur. Je ne vois pas en quoi Monsieur Apple, ou la personne morale Apple, je ne parle pas de Tim ou de Steve ou autre en particulier, mais la personne morale Apple n'a pas légalement, n'a aucun droit de dire « vous avez tort, c'est moi qui dois vous dire ce que vous avez dans vos magasin d'applications, c'est moi qui dois vous dire comment vous devez utiliser mes produits, etc. » Maintenant, en effet, la question se pose, c'est est-ce que les utilisateurs ou les consommateurs européens peuvent se sentir floués par rapport à l'argent qu'ils ont dépensé? D'abord, ils savent ce qu'ils achètent. C'est super clair. La preuve, c'est que des émissions comme nous, enfin, comme celle-là, en parlent.
Deuxièmement, il y a quand même un choix concurrentiel. Je veux dire, autant quand on dit on est dans un écosystème d'Apple sur un smartphone, en effet, c'est difficile d'en sortir. Sur des earplugs, il y en a d'autres qui sont compatibles avec les iPhones. Donc, il faut faire un peu attention. Et moi, je pense vraiment qu'aujourd'hui, les consommateurs sont pris en otage par Apple plus que l'inverse, les Européens prennent Apple en otage. Deuxième chose que je voudrais dire, il s'avère que dans ma vie, j'ai eu à négocier plusieurs fois avec Apple. Quand je dis plusieurs fois, c'était quasiment de manière, c'est pas vrai, c'était pas annuel, c'était biannuel. Et donc je négociais, parce qu'à l'époque, quand tu représentais Orange, en fait. Je représentais Orange, je négociais avec Tim Cook, avec Phil Schiller, on était tous là autour d'une table qui devait avoir à peu près cette taille-là d'ailleurs, au demeurant. Et donc on se déplaçait, on allait à Cupertino. On était manifestement, c'était les rois, on était les gens qui venaient quémander le droit de vendre un iPhone au prix où tu sentais quand même cette... Oui, alors surtout au début. Après, forcément, au fil des années, il y a une sympathie. On est tous des êtres humains, donc il y a l'intelligence émotionnelle qui fait son travail et puis le temps qui lisse les choses, comme on dit. Bon. Et puis, j'ai eu affaire aussi à des moments où on a eu des moments critiques, c'est-à-dire... Des tensions. Oui, des tensions, c'est-à-dire on était entre avocats. Évidemment, on ne rend pas ça public parce que ça ne se rend pas public. Et d'ailleurs, une des choses qui m'étonne, c'est que Apple l'ait rendu public. Même aujourd'hui, tu ne peux pas en parler ? Si, je peux en parler. Non, mais juste un exemple pour qu'on comprenne, c'est quoi ? C'était sur des tarifs d'iPhone Non, je vais prendre un exemple sur la propriété intellectuelle. Donc, on se battait sur des histoires de propriété intellectuelle qui pesaient quelques dizaines de millions d'euros. Et ce n'était pas des discussions agréables, on va dire ça comme ça. Donc, évidemment, j'avais les avocats d'Orange et puis eux, ils avaient les avocats d'Apple. Je peux vous assurer que c'était compliqué. Moi, j'ai vu je vous assure, c'est vrai. Moi, j'ai vu un avocat d'Apple en réunion comme ça faire pleurer une avocate d'Orange. Incroyable. Ce qui est juste... pour moi, on avait dépassé les limites. J'ai donc demandé une interruption de négociation. Si on peut appeler ça négociation. Je suis sorti avec mon homologue. On est allé dans une petite salle à côté. C'était à Londres, chez Apple, en l'occurrence. Et on a réglé le problème en convenant que là, ça avait été un peu trop loin et qu'on avait dépassé certaines limites. À l'amiable. D'accord. Donc, on voit que ça peut aller très loin, mais qu'on peut trouver des moyens de trouver un accord. Bon. La deuxième anecdote, c'était aussi sur quelque chose qui pesait quelques dizaines de millions d'euros. Ça, c'était un peu plus rigolo. Et donc, je reçois, je ne sais pas, 2 jours avant, un email de quelqu'un qui est très, très haut placé, toujours chez Apple, donc je ne veux pas citer le nom. Il me dit, Yves, après-demain soir à Singapour, pour essayer de régler ce truc-là. Alors là, c'était rigolo parce qu'il n'y avait pas d'avocat. Donc j'y suis allé tout seul, ils étaient 2 d'Apple, je les connaissais tous les 2. Et on a aussi réglé le problème dans un cadre beaucoup plus convivial. Donc ce que je veux dire, c'est que... Donc parfois, c'est vraiment l'humain. Ils sont très durs. Mais ils peuvent lâcher du lest quand il le faut. Mais ils peuvent lâcher du lest. Et ce qui m'étonne dans le cas présent, c'est que j'imagine qu'il y a une rupture émotionnelle dans la discussion. C'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que c'est pas aussi une histoire d'homme et de relationnel ? Il y a toujours une histoire d'homme et de relationnel. Tu vois, est-ce que finalement... Toujours. Et heureusement d'ailleurs. Ce n'est pas des IA qui négocient. Les interlocuteurs Apple s'entendent-ils bien avec les interlocuteurs de l'Union européenne ? Tu vois, c'est ça aussi la question. C'est difficile à savoir sur le niveau personnel. Et c'est intéressant, ton témoignage est intéressant parce que là aussi, ça rentre en compte en fait. Bien sûr. Mais au niveau des entités, en tout cas, entre Bruxelles, entre la Commission européenne et Apple, c'est la guerre. Et en fait, ils se parlent. Et parce que ce que dit Apple aujourd'hui, par exemple, ils disent nous, on les a contactés, on les contacte régulièrement pour la traduction automatique. On les a contactés pour leur demander si c'était respecter le DMA ou pas. Et Apple dit ils nous ont pas répondu. Et donc Apple se plaint de ça, que la Commission européenne ne communique plus avec eux. La Commission européenne dit, elle, de son côté, ils nous ont jamais contactés. Donc en fait, c'est difficile de savoir, mais c'est clairement que... on a l'impression que c'est un peu une rupture. C'est une vraie rupture, et je pense que c'est même pas une rupture parce qu'ils n'ont jamais eu d'atome crochu entre eux, en fait. Eux, ils n'acceptent pas qu'il y ait une régulation européenne. L'Europe, quand elle fait le DMA, il faut rappeler que quand ils ont sorti le DMA, ils ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est collaborer avec les entreprises américaines. C'est qu'on collabore, qu'on ait des discussions pour trouver ensemble les bonnes solutions. Il n'y a personne qui veut parler.
Google ne le fait pas, Meta ne le fait pas, Apple ne le fait pas. Mais Microsoft, Amazon, c'est un peu différent, mais très clairement, et ça fait que commencer, parce qu'il y a plein d'affaires qui sont en cours. Sur le DMA, sur le DSA, ça va sortir. Google va prendre une autre amende bientôt. Facebook va prendre une amende sur le DSA. Enfin voilà. Donc c'est que le début. Et très clairement, il y a une rupture entre... et en tout cas, ce n'est pas la vision qu'avait Bruxelles sur le DMA et le DSA. Voilà, sur fond, évidemment, de tensions géopolitiques. Et évidemment... Pour moi, là, il y a une offensive claire. Mais moi, je suis... Enfin, je les comprends, quoi. Ils ont un avantage. Ils ont l'administration Trump qui est très agressive. Ils vont jusqu'au bout, en fait. Ils sont dans leur rôle, quoi. En fait, c'est même pas une question de morale ou pas de rôle. Enfin, moi, je suis pas... Ça me choque pas trop. Je suis pas trop choqué par cette truc-là parce que ils sont dans leur rôle, ils profitent. Ils se font peut-être d'ailleurs un peu tordre le bras par l'administration Trump sur plein de sujets. On a vu Tim Cook qui est quand même allé à Washington, etc. Alors qu'au début, il avait pris ses distances. Donc voilà. Et puis sur fond de gros discussions autour d'Oracle, TikTok, etc. Donc pour terminer, ils sont dans leur rôle, il n'y a pas de problème, ils défendent leur intérêt, il n'y a pas de souci avec ça. Je pense que leur stratégie elle est peut-être un peu contre-productive. Et juste, j'en ai un exemple, Microsoft a eu des problèmes avec Teams, qui était... dans Windows. Voilà, avec Microsoft 365. Ils sont allés voir Bruxelles, ils ont négocié avec Bruxelles, ils n'ont pas eu d'amende, et là, le dossier, il est clos. Voilà. Et parce qu'ils ont désolidarisé Teams de Office 365. Moi, je ne peux pas être d'accord en disant qu'ils sont dans leur rôle techniquement, mais ils ne sont pas dans leur rôle socialement, sociologiquement. Okay. Et pour moi, c'est plus important. Parce que dire « j'écoute mes clients, je respecte mon client en tant que client, mais je ne te respecte pas en tant que citoyen », c'est pas bien pour moi. D'accord ? Et aujourd'hui, un client, c'est d'abord un citoyen et c'est secondairement un client. Okay. Et je pense que... Et puis c'est surtout 300 millions, c'est pas 350 millions de clients, parce que... Mais au moins 100 millions, je veux dire, il y a au moins 100 millions de clients Apple en Europe. Mais qu'il y en ait 100 millions ou un, oui, on respecte le citoyen. Je comprends. On respecte le citoyen. C'est d'autant plus gros quand il y en a beaucoup. C'est 300 millions de fois plus bête. Exactement. Eh bien voilà, écoutez, il fallait le dire. Il veut un peu remonter là. Oui, je suis un peu remonté parce que... Garde-en pour TikTok, s'il te plaît. Allez. Et garde-en aussi pour BYD. T'as raison. On en parle dans un instant. Toujours avec Jean-Baptiste Kempf qui est là. Nous avons aussi Yves Maître et Jérôme Marin, Tech & Co, la quotidienne. Vous avez aimé la première partie, alors restez avec nous parce que la deuxième va être sympa aussi. A tout de suite, et Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà le retour de Tech & Co, la quotidienne, il est 20h03, on débriefe ensemble l'ActuTech de ce 25 septembre 2025 avec ce soir Jean-Baptiste Kempf qui est avec nous. Jean-Baptiste, c'est le co-créateur du logiciel VLC, le CTO de Scaleway. À tes côtés, Jean-Baptiste, c'est Yves Maître qui est avec nous. Salut Yves, rebonsoir. Operating partner chez Jol Capital et ancien président de HTC. Et Jérôme Marin aussi, fondateur de cafetech.fr. Bonsoir. Rebonsoir. Après avoir pris le temps sur le sujet épineux d'Apple et du DMA, je vous propose d'enchaîner sur un serpent de mer aussi qu'on évoque régulièrement en ce moment, c'est TikTok, le dossier TikTok, notamment le dossier TikTok aux États-Unis, parce que nous en Europe, TikTok fait un peu ce qu'il veut, tout va bien. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant. De temps en temps, il y a des soubresauts de contestation, mais finalement, ça passe crème, comme on dit. Mais en revanche, aux États-Unis, c'est un petit peu plus compliqué. Vous le savez, on ne va pas vous refaire l'histoire, mais depuis janvier dernier, TikTok aux États-Unis est en sursis suite à une décision de justice et normalement devrait ou être racheté et devenir une entité américaine ou en fait s'arrêter. C'est ça, il n'y a pas 36 solutions. On le sait que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Donald Trump fait tout pour que TikTok reste aux États-Unis, parce qu'il le dit ouvertement, TikTok l'a aidé à être élu, à toucher une nouvelle catégorie d'électeurs, des jeunes notamment, etc., etc. Et on le sait, depuis plusieurs mois, il est en discussion, âpre discussion avec la Chine pour essayer en fait de dépatouiller cette histoire qui est hyper compliquée, Jean-Baptiste. Comment en fait laver une appli qui est chinoise et la transformer en appli américaine. Outre tu vois, un coup de Karcher, ça suffit pas là. Non, mais outre un peu l'hypocrisie qui est assez incroyable quand on est européen, parce que tant que c'était les entreprises américaines qui siphonnaient les données de l'ensemble de la planète, c'était bien. Et puis là, tout d'un coup,
comme c'est des Chinois, attention, ils sont plus chez eux et donc ils imposent des choses. Il y a une autre hypocrisie qui, évidemment, c'est les amis de Trump qui récupèrent, à coup de gros contrats, qui récupèrent soi-disant la partie de TikTok US. Donc, une deuxième hypocrisie, mais surtout, moi, techniquement, je ne sais même pas comment tu fais. C'est-à-dire que pour séparer, ça veut dire qu'il va falloir forcer Apple et Google que la mise à jour pour certains territoires de TikTok donne une autre application. Est-ce qu'ils vont avoir les mêmes données? Comment ils splittent les données? Parce qu'évidemment, toutes les données, elles sont partagées dans les gros data warehouse. Donc déjà, techniquement, c'est assez compliqué. Est-ce que ça va recommencer à zéro? Je pense que vraiment, même techniquement, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, bizarrement, Biden ne se communique pas beaucoup. Il y a beaucoup d'applications, d'informations de l'administration Trump, mais en fait, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Ouais, on n'a pas beaucoup d'infos techniques. On sait quels sont les partenaires éventuels qui pourraient reprendre le bébé ou la patate chaude, je ne sais pas trop. On a Oracle, bien sûr. On a Michael Dell. Il y en a un troisième. Murdoch. Et Rupert Murdoch, voilà. Mais bon, voilà. On attend la signature d'un décret. On a l'impression que la Chine, qui est très, très, très discrète sur ce sujet, est beaucoup moins enthousiaste que l'est Donald Trump, gagne du temps, Jérôme. Oui, alors... Il faut dire, comme tu l'as noté tout à l'heure, c'est depuis janvier que ça dure en fait. Depuis janvier, techniquement, TikTok est interdit aux États-Unis. Il y a des décrets pour le faire qui ne soient pas vraiment interdits, mais techniquement, TikTok n'a plus le droit d'être aux États-Unis. La Chine, depuis le début, et Biden, depuis le début, ils ont laissé entendre qu'ils ne voudraient pas vendre les activités américaines de TikTok, même si ça arrivait jusqu'au fait que ce soit interdit aux États-Unis. Il semblerait qu'il y ait des compromis qui soient trouvés, notamment parce qu'il y a des tractations commerciales en cours, bien sûr. Et notamment parce qu'il y a aussi toute l'histoire des droits de douane. Il y a les droits de douane aussi. Des droits de douane, oui, bien sûr. Et les puces d'IA aussi qui sont aujourd'hui interdites vers l'exportation vers la Chine. Donc il y a des tractations qui sont en cours. Et il semblerait que la Chine ait finalement accepté le principe que TikTok soit vendu, mais à une condition importante, parce que tu parlais d'hypocrisie tout à l'heure, il y en a une autre hypocrisie. La condition importante, c'est que l'algorithme de recommandation, qui est un peu la machine qui fait fonctionner TikTok, reste aux mains de ByteDance, reste aux mains des Chinois. Et l'un des arguments qui était avancé pour demander la vente des activités américaines de TikTok, c'était que l'algorithme, s'il est aux mains des Chinois, les Chinois peuvent le manipuler, peuvent faire des campagnes d'opinion. Par exemple, avant une campagne présidentielle, ils peuvent dire on va pousser tel contenu pour favoriser tel candidat. Et techniquement, demain, ça sera toujours possible parce que l'algorithme reste aux mains des Chinois. Donc là, il y a une vraie hypocrisie également. Sur le côté technique, on verra comment ça fonctionne, mais en tout cas, ce qui a été dit, c'est qu'il y aurait deux applications, une application pour les Américains, une application pour le reste du monde. Il y a certains pays comme l'Australie, je t'en parlais tout à l'heure, qui disent peut-être qu'on va prendre l'application américaine et pas l'application chinoise. Donc, en tout cas, ce qu'ils ont aussi dit, c'est que les applications, c'est important que les contenus des utilisateurs américains sont accessibles pour les utilisateurs européens et inversement, les contenus des utilisateurs dans le monde seront accessibles aux utilisateurs américains. C'est-à-dire que TikTok restera une application mondiale finalement et il n'y aura pas deux applications. Il y aura deux applications. Mais comment, c'est ça que je ne comprends pas, comment l'appli chinoise va pouvoir retrouver les contenus des TikTokers américains en Europe sans qu'il y ait évidemment des partages de données ou des données qui fuitent? Ça n'aura toujours. Non, mais on est d'accord. C'est inextricable ce truc-là. Je suis pas informaticien, loin de là. Je le concède. En fait, le problème, c'est que, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est classique en théorie des réseaux, c'est que si tu peux pas espionner quelqu'un, tu espionnes toutes les interactions de l'ensemble du reste. Donc, par exemple, pendant très longtemps, même si tu n'avais pas Facebook, Facebook faisait un fake profile parce que comme tout le monde avait donné son adresse email à Facebook, en fait, tu savais, Facebook, quand tu commençais, avait la liste de tous tes amis. Et là, ça va être et c'était pareil pour LinkedIn, etc. Donc là, en fait, si jamais tu permets encore une interopérabilité de contenu, il suffit, en fait, et notamment Biden peut le faire, c'est-à-dire en espionnant ou en tout cas en mesurant l'extérieur de l'appli US, il peut en fait recréer quasiment l'ensemble du graphe américain, sauf pour les interactions interaméricaines. Mais quand tu regardes sur TikTok, de toute façon, c'est complètement mondial. Donc ouais, pour moi, en plus, techniquement, soit tu coupes vraiment et tu as deux réseaux, soit ça n'a pas de sens. Parce que après, on peut réfléchir au-delà de ces accords, on va dire, entre la Chine et les États-Unis. Comment ça va se passer techniquement? Comment cette application qui aujourd'hui est une application chinoise que 180 millions d'Américains utilisent, du jour au lendemain, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être obligés de télécharger une nouvelle application? Tu auras une update, tu auras une mise à jour en fait. Ça veut dire que tu obliges Google et Apple, donc Android et iOS, quand tu mets à jour, en fait, ils changent l'ID de l'app.
que tu ne peux pas faire en temps réel, et te dit, en fait, dans ce pays-là, en fait, ce que tu vas pusher, c'est une autre app. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui existe, mais donc il faut déjà qu'il y ait une obligation et sur Apple et sur Google, enfin donc sur l'App Store et sur le Play Store pour pouvoir le faire. Bon, ça, c'est pas le plus compliqué, j'imagine. C'est pas le plus compliqué, mais sauf qu'en fait, quoi qu'il arrive, ça veut dire que au début, ça doit être la même application. Mais évidemment, les applications, elles vont forcément diverger. Et elles vont diverger au niveau des données que tu as dans l'application, etc. Donc, au niveau des fonctionnalités aussi. Au niveau des fonctionnalités. Mais il faut quand même garder un réseau, une API, un protocole d'inter-échange, s'il y a un vrai inter-échange. Et à long terme, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, il y a une bonne raison pour laquelle on dit sur l'email, c'est que l'email, c'est quasiment le seul réseau social où on s'est mis d'accord il y a très, très longtemps et on le garde. Et de fait, WhatsApp est pas interopérable avec Signal, etc. Donc là, quand tu vas avoir deux TikTok, une interopérabilité de réseau, c'est compliqué, c'est faisable, ça s'appelle une fédération, c'est ce qui existe dans Mastodon. Parce que tu vois, si, par exemple, tous les DM que tu as sur TikTok, du jour au lendemain, quand tu vas te retrouver sur l'autre appli, est-ce que tu auras regardé, il y aura l'historique, de tes préférences, de toutes tes conversations, ou est-ce que ça va repartir de zéro? Ah bah, ça c'est pas clair, et au début, quoi qu'il arrive, s'il y a une session, ça veut dire... ça prend des mois en plus, tout ça, non? Cette mise à jour? Pas forcément, ça c'est pas le plus compliqué, mais ça veut dire que, quoi qu'il arrive, les données, elles vont être sur t'as deux entités, toutes les données du passé, elles vont être sur les deux, donc quoi qu'il arrive, ça pourra changer pour le futur, mais en tout cas, TikTok chinois aura toujours accès à tous les DM des Américains d'avant. Il va y avoir une séparation. Après, ils vont dire qu'ils effacent, mais on sait bien, c'est l'effacement qui est... c'est l'effacement, mais tu fais tourner un disque dur à côté. En fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est aujourd'hui, et c'est un problème d'informatique distribuée, il est très difficile de supprimer des données. Parce qu'elles sont tellement redondantes, c'est ça? Exactement. En fait, ce que tu peux te dire qu'elles vont être effacées éventuellement, c'est-à-dire quand le temps vers l'infini. Mais bon, donc déjà, c'est un vrai problème technique, mais à la limite, pourquoi pas. Mais surtout, c'est-à-dire que pour faire tourner l'algo, en fait, tu as besoin des données d'avant, donc tout le monde va avoir les mêmes données d'avant, sauf si c'est une seule entité qui a encore l'algo, et à ce moment-là, ça n'a aucun sens d'avoir fait la séparation. Il y a beaucoup de questions, et je pense que l'administration Trump ne s'est pas posé ces questions. Pour être honnête, c'est pas eux qui ont voté la loi. C'est pas l'administration Trump, ça a été voté sous Joe Biden par les républicains et par les démocrates. Donc mais ça veut dire quand même que là, ça a été quand même voté par le Congrès. Donc là, on a à nouveau quelque chose où l'exécutif américain décide d'aller au contraire d'une loi votée par le... là, ils disent que ça respectera la loi, en tout cas. Espérons. Moi, je vais vous faire un pari, parce que je connais un petit peu nos amis chinois, parce que j'ai un petit peu travaillé là-bas. Et tu y vas souvent. Et j'y vais souvent. Et puis, j'ai aussi négocié avec eux, soit là-bas. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire un cadre, un MOU, un décret, ils vont faire un cadre. Ils vont se mettre d'accord sur un cadre. Okay. D'abord, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas perdre la face. Donc les Chinois, c'est win-win deal ou lose-lose deal. Mais il n'y a rien entre deux. Soit on gagne tous les deux, soit on perd tous les deux. Donc toute la question, elle va... il ne peut pas y avoir un perdant dans cette histoire. Il ne peut pas y avoir un perdant et un gagnant. Okay. Ça n'existe pas dans l'esprit, dans cette culture. Pourquoi? C'est la fierté chinoise. C'est culturel. C'est comme la notion de temps, c'est comme la notion de famille. Enfin, c'est culturel. La notion de oui ou de non, d'ailleurs, qui n'est pas forcément la même que chez nous. Par exemple. Donc, il ne faut pas perdre la face. Et donc, si moi, je perds la face, toi, tu perds la face aussi. D'accord? Donc, c'est un jeu de je te tiens, tu me tiens par la barbichette, dit autrement. Okay, bon. Donc, il va y avoir un cadre. On va se mettre d'accord sur le cadre. Il va y avoir Trump qui va parader sur le cadre. Bon, puis après, il y a le détail de l'accord. Le détail de l'accord, comme vous pouvez y remarquer, il va y avoir des problèmes juridiques, des problèmes financiers, des problèmes techniques. Il va y avoir des tonnes de problèmes. Donc là, c'est en dessous que ça va négocier. Et alors là, ça peut prendre le temps qu'on veut. Or, il y a une échéance électorale pour l'un, il n'y en a pas pour l'autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quand même des petites différences de régime. En Chine, elles sont un petit peu plus rares. Il y en a, oui, mais bon. C'est la continuité. Oui. C'est une échéance électorale de continuité. Bon. Et Trump, il ne peut pas en avoir une de continuité, normalement. Ça s'appelle un apprenti dictateur. Ce qui peut être le cas, mais ça, c'est autre chose. Donc, il va y avoir cet accord de détail, au bout d'un certain temps, qui peut prendre des mois, peut-être même des années. Ils vont se mettre d'accord sur un framework de détail. C'est-à-dire, là, il va y avoir un contrat définitif qui va être signé, qui va dire, dans 2 ans, on a fait la séparation des applis. Parce que ça va prendre du temps. Et ça prendra de toute façon plus de 2 ans. Okay, donc on est à minimum à 3 ans. C'est pas ce que tu disais, JB. Tu disais que ça pouvait aller vite. Ça peut aller vite. Ça veut pas dire que ça va aller vite. C'est qu'il faut mettre les ressources pour que ça aille vite. Et alors c'est justement là. Et alors après, non mais là, ils peuvent mettre les ressources.
Parce que c'est quand même TikTok, tu vois. Pas plus que Apple ou que Google quand ils ont des injections de leur union. Ouais, mais là peut-être que chacun des deux parties a un intérêt à le faire. Mais non, pas les Chinois. Les Chinois n'ont pas envie que ça meure. Donc ils vont prendre du temps pour faire le framework, on y est presque. Ils vont prendre du temps pour faire l'accord, on n'y est pas du tout. Après, il va y avoir 2 ans, je dis 2 ans, mais vous verrez, c'est à peu près ça, pour rentrer dans la séparation, parce que l'accord de détail va dire, dans 2 ans, il faut que ce soit totalement séparé. Et là, les techniciens vont se mettre à travailler. Et je peux vous assurer que quand un technicien a décidé de traîner des pieds, vous pouvez faire ce que vous voulez, il traîne des pieds. Et ça durera le temps que ça durera, ok ? Mais en tout cas, je veux vous assurer que la séparation réelle et sérieuse, c'est-à-dire comme on l'entend avec une interopérabilité avant la fin de la législature de Trump, no way. Et donc on verra le coup suivant. Et on ne sait pas ce qui se passera le coup suivant. Oui, c'est-à-dire que personne n'a perdu la face. Tout le monde joue la montre. Non, pas tout le monde. Enfin, les Chinois vont jouer la montre. Parce que ce sont les professionnels de ça, ce sont les dieux de ça. On n'a pas idée de la manière dont ils gèrent le temps. Et donc, tout le monde va être content. Personne ne va perdre la face. Trump va fanfaronner, personne ne va faire la face. Mais le temps va faire son travail. Et pendant encore 2 ans, TikTok restera chinois. C'est ça que tu es en train de dire. 3 ans. Peut-être 4. Puis après, il y aura autre chose qui aura changé. On verra. Comment disent les Marocains, si je peux préciser quelque chose, sur le côté de séparer les données, c'est déjà en cours, c'est déjà depuis 2 ans, même 3 ans que ça a déjà été mis en cours. Le projet qui s'appelle Projet Texas aux États-Unis, le projet Clover en Europe, où techniquement aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui est dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais techniquement aujourd'hui, les données des Américains sont stockées aux États-Unis, chez Oracle. Oui, chez Oracle, oui. Les données européennes sont pas encore, mais seront bientôt stockées en Irlande. Oui. Dans des data centers. Aujourd'hui, elles sont stockées à Singapour, chez Oracle aussi à Singapour, mais bon. Donc, techniquement, la séparation entre les données des uns et des autres, elle est déjà, normalement, si c'est véridique ce qui est dit, effective. Oui, mais est-ce que c'est pas une séparation plutôt géographique que technique ? Tu vois ? C'est ça le truc. Pour faire plaisir à tout le monde, oui, on met des serveurs dans votre pays, ok, ben voilà, ça va calmer tout le monde. Mais est-ce que techniquement, il y a cette séparation ? Ça, je ne sais pas. Après, mais ça se trouve, quand ça sera vendu, ou si c'est vendu, moi je ne sais pas si ça sera vendu, ça sera une séparation sur le papier également aussi. Et tout le monde sera content parce que Trump pourra dire, ben voilà, j'ai maintenu TikTok aux États-Unis. Les Chinois seront contents parce que l'algorithme est resté en Chine. Et puis savoir où vont les données, en fait, c'était pas le but. Tout le monde s'en fiche de savoir où vont les données. Puisque comme tu l'as noté tout à l'heure, il y a des hypocrisies. Finalement, ce qui a été voté, ce qui va arriver, c'est pas du tout la même chose. Donc finalement, on va sortir par le haut. Tout le monde va être content. Trump pourra être content. La Chine pourra être content. Et les données, qu'elles soient stockées aux États-Unis ou ailleurs, finalement, on s'en fiche. Et ce que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai. Les Chinois seront contents, les Américains seront contents parce que le problème TikTok est un problème de politique intérieure des États-Unis et de politique intérieure de la Chine. Et l'important, c'est que chacun, politiquement parlant, puisse dire « j'ai défendu les intérêts de mes citoyens ». Et c'est comme ça que ça se terminera. Et donc tout le monde sortira par le haut et ça prendra un temps fou et on verra ce qui se passera entre-temps. Ok, ben voilà. JB, rien à dire, on est bon ? Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Allez, on va rester en Chine avec un autre sujet. Alors, je sais que tu apprécies, et on en a parlé avec toi il n'y a pas longtemps, c'est tout ce qui touche au marché du véhicule électrique et de BYD, puisque le marché automobile européen a eu un petit frisson, a frissonné ces derniers mois. Il était atome l'année dernière, là, il repart. Alors, c'est pas la folie, mais en tout cas, il est à peu près au même niveau que l'année dernière, sauf que les voitures électriques, eh bien, elles se vendent de plus en plus. Et parmi toutes les voitures électriques qui se vendent le plus, c'est plus Tesla aujourd'hui. Tesla qui dégringole véritablement. Alors, est-ce que c'est dû à l'impopularité de son fondateur ? Est-ce que c'est dû au fait que les voitures ne sont pas forcément adaptées aussi au marché européen ? Il y a au prix aussi, mais en revanche, BYD, lui, cartonne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il cartonne, mais pas qu'avec des voitures électriques, il cartonne aussi avec des voitures hybrides. C'est ça qui est intéressant, parce qu'on a cette image d'un BYD qui est 100% électrique, mais ils font, et tu nous l'avais dit aussi, des véhicules hybrides qui marchent bien. Et ce qui est intéressant, c'est que eh bien, pour le dernier trimestre, les ventes de véhicules de BYD ont bondi, et notamment en août. Ils ont cartonné. Et je voulais avoir votre avis là-dessus, parce que BYD n'est pas encore en Europe, officiellement. On sait qu'ils sont en train de créer des usines, je crois une usine de batterie et une usine d'assemblage de véhicules. Donc aujourd'hui,
ils cartonnent alors qu'il y a des frais de douane qui sont importants. Demain, ça va être la fin des constructeurs européens, parce que quand les Chinois vont arriver, autre news liée à tout ça, c'est Xiaomi qui a aujourd'hui annoncé l'inauguration d'une usine à Munich. Ils vont fabriquer dans 2 ans tous leurs véhicules Xiaomi, leurs véhicules électriques, en Europe. Donc ça fait quand même beaucoup. L'invasion des véhicules électriques chinois, les amis. Qui débute là-dessus? D'abord, il faut se souvenir qu'il y a une trentaine d'années, on a dit la même chose, l'invasion des véhicules japonais. Okay, qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc oui, il y aura une invasion des véhicules chinois. Quand on a un marché d'1,3 milliard et qu'on est la Chine, c'est normal qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 gros constructeurs chinois et que ces 2 ou 3 gros constructeurs chinois exportent leurs véhicules à l'extérieur du monde. Donc, voilà, pour l'instant, c'est BYD et Xiaomi, visiblement. Oui, pour le moment, mais pas forcément en Chine. En Chine, il y en a d'autres. Mais ne citons pas de nom. Il y a ce constructeur aussi qui est parrainé par Stellantis. C'est Leap Motors. Leap Motors. C'est Leap Motors. Voilà. Qui est en partenariat avec Stellantis, d'ailleurs. Donc, ce qui est sûr, c'est que le paysage automobile mondial va se redessiner. Et que ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une place pour 1 ou 2 ou 3 Chinois. Pas 15. Et ils le savent. Donc d'abord, les Chinois entre eux, ils vont se manger, jusqu'à faire un gros monstre, comme dans les téléphones. Oui, il y a Xiaomi, il y a Oppo, Vivo, il y a Huawei. En gros, dans les téléphones, alors, il y a Honor, mais qui a perdu la bataille. Enfin, voilà. Donc, et de ceux-là, il y en a qui iront à l'export, puis d'autres qui ne pourront peut-être pas, pour des raisons autres que de qualité de produit. Donc, en attendant, c'est coriace, parce que il y a, comme dans toute guerre civile, quelque part, il y a des balles perdues. Et pour les gens qui sont sur ces marchés-là, c'est assez coriace. Et nous, Européens, on prend des balles perdues. Donc, mais je pense que, quand je dis je pense, je suis sûr que leur objectif n'est pas de tuer l'automobile européenne, surtout pas. Okay, parce que non, mais quand tu vas vendre une voiture 10 000 euros de moins et mieux équipée qu'un véhicule équivalent fabriqué par Peugeot, Renault, c'est parce qu'ils sont en état de guerre civile. En état de guerre civile, pas la Chine, je veux dire les constructeurs automobiles chinois. D'ailleurs, le gouvernement chinois essaie de réguler. Il leur dit stop, arrêtez vos bêtises, quoi, vous allez trop loin. Ils perdent de l'argent, etc. Donc à un moment donné, quand les gros auront gagné, ils vont se dire bon, maintenant il faut qu'on se refasse une santé, on va remonter les prix. Je ne pense pas que l'objectif, et on le voit bien, que ce soit Oppo, Vivo, ils n'ont jamais cassé les prix de Samsung. C'est pas vrai. Huawei vend à des prix qui sont les plus hauts du marché. Il y avait Xiaomi qui cassait les prix, enfin, oui, qui avait un excellent rapport qualité-prix. Oui, on va dire qu'il y avait un excellent rapport qualité-prix. Mais même eux, aujourd'hui, ils sont au prix du marché. D'accord ? Donc à un moment donné, quand les choses vont se stabiliser, les prix vont remonter. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt s'ils peuvent gagner de l'argent. Pourquoi ils le feraient? Deuxième chose qu'il faut dire, c'est que on se trompe sur la définition des voitures. Quand nous, on appelle une voiture électrique, eux, ils l'appellent une voiture intelligente parce qu'ils sont à l'étape d'après. Donc, en effet, quand on a une BYD ou certaines autres voitures, c'est plus qu'une voiture électrique. Ce sont des voitures qu'eux-mêmes appellent intelligentes. Et il y a des tas de fonctionnalités, comme Tesla, voire même au-dessus, parce qu'elle se gare toute seule facilement, parce que quand on va dans un supermarché en Chine, on appelle sa voiture, elle vient nous chercher toute seule, le coffre s'ouvre, etc., etc. Bon. Je crois que Tesla le fait aussi, mais bon, oui, non, mais pas partout. Mais on est dans cette catégorie, oui. Et Tesla est dans cette catégorie. Okay. Donc, si tu veux, quand on compare et quand on parle de voitures électriques, c'est comme si tu parles de téléphone mobile. Il y a les téléphones mobiles à la Nokia et les smartphones à la Apple. Donc c'est les voitures intelligentes, on va dire. C'est les voitures intelligentes. Et je pense que sur le marché des voitures intelligentes, c'est là où ça me fait souci. C'est pas sur le marché des voitures électriques. C'est sur les marchés des voitures intelligentes. Les Européens, on n'y est pas du tout. Mais alors, pas du tout. Les Asiatiques, ils y sont beaucoup plus. Les Chinois, bien sûr, Tesla, bien sûr, mais les Européens, on n'y est pas. Et ça, c'est un vrai souci. Oui, parce que ça coûte énormément d'argent que de développer en fait toutes ces technologies de véhicules autonomes. Et c'est la remarque, tu parlais de Xiaomi qui ouvre une usine du côté de Munich. Il y a une bonne raison. Munich, c'est quand même un centre énormément d'informatique où il y avait Intel, il y avait Microsoft. C'est le cœur du logiciel en Allemagne, c'est du côté de Munich. Et d'ailleurs, les divisions de développeurs, même de BMW et Mercedes, sont énormément du côté de Munich et pas dans la roue traditionnelle. Que Xiaomi tape dans l'écosystème. Et donc, il va chercher dans l'écosystème, littéralement, où il y a énormément de développeurs autour de Munich. Pour moi, ça n'est pas une coïncidence. Non, moi, je voulais juste rebondir. Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Yves.
on parle des voitures électriques et le gros débat, c'est est-ce que ça va tuer l'industrie française, européenne. De toute façon, les Européens se mettent à faire des voitures électriques. Renault est l'une des meilleurs vendeurs de voitures électriques aujourd'hui en France. Et je suis d'accord avec toi, la prochaine étape, c'est les voitures soit intelligentes et même les voitures qui sont conducteurs, enfin les voitures autonomes. Et là, on n'y est pas du tout. Et que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, il n'y a pas les Européens en fait. Et les constructeurs, s'ils veulent survivre, ils feront des voitures électriques. C'est obligatoire de faire des voitures électriques d'ici 2035, c'est ça hein oui. Si la loi n'est pas modifiée. Mais c'est tout, c'est que quand ils devront faire des voitures autonomes ou des voitures intelligentes, ce qui sera la valeur d'une voiture, finalement, la valeur d'une voiture, ça sera ça. Et bien ils iront en chercher chez Google, chez Tesla ou chez des acteurs chinois. Oui, c'est-à-dire que le cerveau de ces véhicules français ne sera pas français. Exactement. Ce qui est déjà un peu le cas, parce que finalement, quand vous avez Apple Car, je ne sais plus comment ça s'appelle, CarPlay ou Android Car, finalement, c'est des voitures, c'est des systèmes américains aussi. Et alors, autre coup d'éclat de BYD, je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont annoncé aujourd'hui... Une voiture qui va vite. Très vite. Très vite. Ça te plaît, hein? Ouais, c'est peut-être un peu un truc de gamin, mais tu sais, quand t'es... Sur le périph' à 496 km/h, ouais, 496, bon, je pense que tu perds ton permis en direct. Mais quand même, c'est important parce que c'est sur des voitures, c'est pas des dragsters. Oui, c'est des voitures de série qui sortent, que tu peux acheter. Donc, alors, à mon avis, elle est un petit peu modifiée quand même, mais grosso modo... Ah bon, je crois que c'est une voiture de série. Hein. Mais t'as toujours la série, enfin, tu sais, c'est comme en série, t'as l'option, la voiture en option, celle-là, elle est 4 fois plus cher que elle va peut-être coûter 300 000 €, je sais pas, mais si tu veux te l'offrir, tu pourras... Donc, à 300 000 €, c'est plus une voiture de série, hein, tu vois. Tu sais. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est sûr. Une base de série, et c'est vraiment... T'arrives vraiment au moment où peut-être que la Formule 1 va enfin arrêter et va nous faire des Formule 1 en électrique, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire des moteurs électriques bien meilleurs que du thermique et avec un petit peu moins de bruit. Alors, parler de vitesse de voiture, c'est presque d'une autre époque. Aujourd'hui, on parle même plus de vitesse d'un véhicule parce que ça n'a plus de sens. Mais juste quand même pour le symbole, la voiture la plus rapide précédemment, c'était une Française. C'était la Chiron. De Bugatti. Et alors, donc là, non mais il y a quand même, c'est un symbole. Non, il y a quand même une petite différence, c'est que la Bugatti Chiron. Toi, tu le connais, t'aimes bien ça. Tient, j'adore. Elle tient la distance, c'est-à-dire qu'elle peut monter à 400 et quelques km/h pendant longtemps. La BYD, en l'occurrence, elle a tenu 2 minutes, parce que qu'est-ce qu'il faut? Toute la difficulté, tu as 2 difficultés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rallonge derrière la voiture. C'est de passer la puissance dans les pneus. Et de garder la batterie. C'est ça. Et deuxièmement, c'est de sortir la puissance de la batterie le plus vite possible pour aller dans les moteurs. C'est les deux problèmes. C'est sortir la puissance et la passer dans les pneus. Bon, donc la passer dans les pneus. La Bugatti ne démérite pas. Non, mais elle a de l'essence. Ouais. Donc elle est tranquille. Là, au bout de 2 minutes... Je crois que ça doit consommer à 400 km/h. Bien sûr, mais là, c'est au bout de 2 minutes que la voiture s'est arrêtée. 40 litres. La voiture s'est arrêtée au bout de 2 minutes. Donc elle a tenu les 496 ou 97 km/h 2 minutes. Et après, plus de batterie. Donc bon, c'est record et record, quoi. Bon, ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois. Encore une fois, un passionnant débrief avec une actualité non moins passionnante. Merci beaucoup, Yves. Merci. À très bientôt. À bientôt. Yves Maître, donc operating partner chez Jolt Capital, ancien président de HTC. Merci à Jean-Baptiste Kempf aussi d'être venu. Merci. À très bientôt, hein, Jean-Baptiste. Tu reviens quand tu veux. Quand tu m'invites. La porte est ouverte. C'est comme Jérôme et Yves. Vous rentrez, vous vous installez, vous commentez la porte là, elle est ouverte, mais la porte à l'entrée, tu sais, il y a des gens de sécurité. C'est quand même un plateau de télé, c'est important. Tu nous appelles, on t'ouvre. Donc Jean-Baptiste, co-créateur du logiciel VLC, CTO de Scaleway, et merci aussi à toi, Jérôme. Merci, François. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. Allez jeter un œil sur sa newsletter et sur son site. Vous restez avec nous, Tech & Co, la quotidienne. On a encore une petite demi-heure à passer ensemble avec un porte-parole passionnant de chez Essilor que je reçois dans quelques instants. On va parler justement des travaux que fait Essilor, notamment sur la qualité des verres et comment on peut soigner la myopie simplement en portant des verres. C'est très intéressant. Et puis on découvrira aussi une IA pour faciliter en fait les rendez-vous médicaux. Imaginez demain pouvoir appeler un hôpital et au lieu d'attendre un quart d'heure pour avoir quelqu'un qui vous répond parce qu'il est débordé, eh bien vous avez un triage qui se fait, un triage intelligent, humain, fait par une IA. Eh bien, on en parle avec une start-up qui a levé de l'argent là-dessus et qui s'est spécialisée dans ce domaine. Tout ça après cette petite pause. Et puis, bien sûr, ce sera le Tech Flash ce soir avec Julien Thibault. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash.
Voilà, une excellente soirée avec nous sur BFM Business. Merci de nous avoir choisis. 20h32, il est temps de retrouver le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce jour. Et ce soir, c'est avec Julien Thibault. Bonsoir Julien. Bonsoir François et bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, un bras de fer entre Bruxelles et Apple. La firme de Cupertino demande l'abrogation du Digital Markets Act, la grande loi européenne qui encadre les géants du numérique. La firme juge les contraintes trop importantes et dégradantes pour l'expérience utilisateur. Et puis un autre dossier, Amazon a accepté de verser 2,5 milliards de dollars afin d'échapper à un procès. Le géant américain est accusé d'avoir inscrit des millions d'utilisateurs à son service Prime sans consentement clair et d'avoir rendu la procédure d'annulation trop complexe. 1 milliard ira aux pénalités civiles et 1,5 milliard servira à rembourser les abonnés concernés. Ouais, sacrée amende. On passe maintenant, Julien, à l'intelligence artificielle avec de nouveaux partenariats signés par OpenAI. Et oui, l'entreprise de Sam Altman vient de conclure des accords avec Databricks et CoreWeave, deux acteurs majeurs du cloud et de l'IA. Objectif, renforcer son infrastructure pour l'entraînement et le déploiement de ces modèles. C'est aussi une manière de diversifier ses partenaires au-delà de Microsoft. Dans le reste de l'actualité, un nouvel outil pour mesurer les niveaux de pollution. Al Gore, ancien vice-président des États-Unis, a dévoilé une carte interactive dopée à l'IA qui permet de traquer les principaux pollueurs dans plus de 2500 villes. Baptisé Climate Trace, cet outil peut suivre plus de 660 millions de sources de pollution. Côté smartphone, maintenant, Xiaomi a présenté sa nouvelle gamme. La marque chinoise a tout simplement abandonné sa génération Xiaomi 16 pour passer directement à la série suivante, Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max. Avec des performances renforcées et des prix plus compétitifs, le chinois a l'ambition d'aller chercher Apple ou encore Samsung sur le marché du haut de gamme. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain sur la chaîne YouTube de Tech & Co pour un nouvel épisode de quoi je me mail. Au programme, Apple n'est pas content et bride ses AirPods en Europe. On écoute un extrait tout de suite. Je crois que ces AirPods Pro, Mélinda et Nico, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase à Cupertino, parce que Apple n'est vraiment pas content et remet en cause carrément les fondements du DMA. Oui, enfin c'est je trouve qu'ils font beaucoup d'esbroufs, mais ça fait quelques mois que nous on les voit à Cupertino, qu'on discute avec eux, et que oui, ils en veulent à l'Europe. C'est aussi un mood plus global actuellement dans la tech aux États-Unis. Non, il y a un très gros mot aux États-Unis pour les gens de la tech, et notamment chez Apple, c'est interopérabilité. Un terme qui, globalement pour les gens, ne veut rien dire, mais comme tu l'as dit, les oblige à ouvrir leur écosystème, à laisser en fait les autres profiter des technologies. Alors, on peut se mettre des deux... Qui part d'un bon sentiment dès le départ. On peut se mettre des deux côtés de la barrière, c'est-à-dire qu'en effet, vos systèmes un peu fermés, Apple, même Google, hein, on dit souvent Apple, mais c'est valable pour tout le monde en Europe, vous les laissez aux autres, les autres en profiter pour que eux aussi ils injectent leur techno. Ça part d'une bonne idée, comme on l'a dit, voilà, il y a plein de choses où on a le choix. L'Europe donne le choix. Voilà un petit bout de quoi je me mêle en avant-première. Vous retrouvez l'intégralité de cette émission dès demain dès midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co, en podcast audio, bien sûr, dès midi. Et puis demain soir sur BFM Business à la radio, à la télé. 20h35, on va parler maintenant optique, myopie et comment on arrive aujourd'hui à soigner la myopie auprès des enfants simplement grâce à des verres. On en parle avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Très heureux d'accueillir Arnaud Ribado-Dumas. Bonsoir Arnaud. Bonsoir François. Bienvenue sur le plateau de Tech & Co. Merci, c'est un plaisir. Vous êtes directeur catégorie optique monde chez Essilor Luxottica. Vous êtes un spécialiste en fait de la recherche fondamentale sur la myopie et du développement de solutions innovantes pour ralentir la progression chez les enfants. Vous avez notamment vécu en Chine, à Singapour. Et ce qui est intéressant, c'est peut-être la première question que j'aimerais vous poser. On parle tous de myopie et beaucoup de Français sont myopes. Moi, je suis myope et astigmate. On ne sait pas trop ce que c'est finalement. C'est quoi la myopie ? Alors, la myopie, c'est un phénomène d'élongation de l'œil. L'œil, il est trop grand. Il a grandi un peu trop vite. Et vous savez, la vision, c'est quand il a la lumière qui arrive au travers de l'œil, se colle sur la rétine. La rétine, c'est le petit écran qui est au fond de l'œil et qui génère vers le nerf optique les informations qui vont au cerveau. Si cet œil grandit trop vite, la lumière se focalise en avant de la rétine, puisque l'œil est trop long, et on voit flou. Du coup, on ne voit pas bien de loin. On voit bien de près, il n'y a pas trop de problème, mais de loin, on voit tout flou. Ce qui est intéressant et assez effrayant, c'est que, en fait, la société crée les myopes de demain.
Alors, le changement de nos comportements... Le changement de nos comportements. Exactement. Ça crée les myopes de demain. Alors, c'est vrai qu'il y a 50 ans, 70 ans, on passait plus de temps dehors, on était un peu plus à l'extérieur. Et la sédentarisation, l'augmentation du niveau d'études, le travail sur les écrans, le temps qu'on passe sur nos petits smartphones, là, ça change complètement. Et il y a deux phénomènes qui arrivent. Moins de lumière naturelle du soleil et trop de sollicitation de la vision de près créent des phénomènes dans l'œil qui font qu'il s'agrandit. Il s'allonge et on devient myope. On sait pourquoi il s'allonge? Parce que justement, il manque de la lumière? Oui. Parce qu'en fait, il essaie de s'adapter à ce nouvel environnement visuel? Alors oui, parce qu'il y a dans la lumière naturelle du jour des éléments qui inhibent en fait un peu la croissance de l'œil. Et donc on perce, même le spectre lumineux est différent à l'intérieur. Et puis la sursollicitation de la vision de près, ça crée un phénomène d'allongement. Alors on ne savait pas trop comment ça marchait, pour être très honnête. Donc on est allé voir à l'intérieur de l'œil, on est allé voir dans les cellules qu'il y a à l'intérieur de l'œil, et là on a découvert le mécanisme. On a découvert ces petites cellules, ces ganglions qui sont vraiment à l'origine, on les a étudiés, et on les a identifiés, ce n'est pas toutes les cellules, c'est certaines particulières, et puis on a identifié aussi quel type de lumière et quel comportement de la lumière sur cette cellule générait, d'une certaine manière, des signaux qui font que l'œil s'allonge. Donc on est allé vraiment dans la recherche fondamentale, et on a des chercheurs chez nous qui sont allés très très loin pour comprendre pourquoi et comment la myopie avait lieu. Donc c'est environnemental, on change nos comportements, et puis c'est chimique à l'intérieur de l'œil, et on a compris ça maintenant de manière quand même assez précise, et ça, c'est un peu la base de notre recherche, et c'est la base de la définition de nos solutions, comme les verres. Et comme notamment ce programme que vous pilotez qui s'appelle le programme Essilor Stellest, on va en parler dans un instant, mais en Chine par exemple, en fait, les enfants restent tellement à l'intérieur, sont tellement rivés sur leurs écrans, etc. Ils ne sortent plus, quasiment plus. Ils ne voient plus l'horizon. Non. Et c'est pour ça qu'il y a une épidémie de myopie. On peut dire ça comme ça? Alors, plus que dans d'autres pays? Alors oui, tout à fait. On parle d'épidémie, de pandémie. C'est plus important en Chine pour deux raisons. D'abord, il y a quand même un petit élément un peu génétique. Et vous avez travaillé là-bas, donc en plus, vous avez étudié. 7 ans. On l'a étudié de près, on a travaillé avec le gouvernement pour comprendre les causes, on a fait un livre blanc, on a publié sur ces choses-là avec des universités d'économie politique, de santé publique, pour comprendre l'impact sur la société et pour comprendre d'où ça venait. Donc il y a un peu de génétique, et puis il y a le fait que les enfants en Chine, ils travaillent 10-12 heures par jour. Le soir, ils ont des petits cours du soir, ils font du violon, ils font de la musique, ils font d'autres choses, et ils sortent pas. Et le gouvernement a obligé maintenant à avoir des récréations dans les cours d'école pour que les gens passent plus de temps en extérieur pour essayer de compenser. Mais imaginez qu'à 18 ans, 80 à 85% des jeunes Chinois sont myopes. Alors qu'en France? Aux alentours de 30, 35. Ah ouais, mais ça monte. Une énorme différence. Ça monte. Et l'Institut international de la myopie prédit qu'en 2050, 25 ans, la moitié de la population mondiale sera myope. 1 sur 2. Une personne sur 2, dont 20% de fort myopes. 1 milliard de personnes fort myopes, probablement pas loin de 5 milliards de personnes myopes. Alors pardon, allez-y, continuez. Alors on pense que la myopie, c'est pas très grave, parce qu'on peut la corriger, ou moins pour des lunettes, on s'en porte bien. Il y a même des opérations. On peut se faire opérer, tout à fait. Le problème, c'est que la myopie, ça crée des pathologies au niveau de la rétine. Comme l'œil, il s'allonge un peu trop, les tissus sont plus fins, ils sont un un peu plus fragiles. Et donc, ça crée des décollements de rétine, ça peut créer du glaucome. Ça fragilise en fait l'organe. Ça fragilise l'organe de l'œil, exactement. Donc, ce qui est important... C'est ça qui est plus grave. Et c'est ça. Donc, une dioptrie de plus, c'est 30 à 35% de risque de pathologie rétinienne. Et alors, vous avez mené des études de cliniques internationales qui montrent que 9 enfants sur 10 qui utilisent donc les verres que vous allez nous expliquer, que vous allez présenter maintenant, ces fameux verres Stellest, présentent un développement oculaire comparable à celui d'un œil sain. C'est-à-dire que ce qu'il y a de nouveau, on connaît depuis toujours des verres qui corrigent la myopie. Sauf que là, vous avez, grâce à la tech, et on va en parler, à toutes ces technologies, créé des verres qui non seulement corrigent la myopie, mais qui la soignent. Exactement. Et ça, c'est quand même la grande nouveauté. Maintenant, on traite. Maintenant, on soigne avec des verres qui sont quand même très particuliers et très techniques. Alors, je vous ai expliqué, ça s'allonge trop, on a des phénomènes de vision de près, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces verres? On a créé des verres qui ont l'air tout simples, ils corrigent normalement la myopie, mais dessus, il y a une constellation de plus de 1000 micro-lentilles qui sont toutes petites, elles font de l'ordre d'1 millimètre. Il y en a 1 millier qui sont sur des anneaux concentriques, qui sont collés les unes aux autres, et qui ont chacune un pouvoir, une puissance positive et asphérique, qui fait qu'une partie de l'image qui devrait arriver sur la rétine, en fait, elle arrive en avant de la rétine.
Et ça crée un faisceau lumineux, une espèce de nuage de petits points qui se met en avant de la rétine et qui crée ce phénomène justement de ralentissement. Mais quand l'enfant pose ses lunettes, qu'est-ce qu'il voit ? Alors, quand il voit ses lunettes, il voit normalement au travers. Il ne voit pas tous ces petits points Nous, on les verrait un petit peu plus parce que notre cerveau, il est un petit peu moins agile, on va dire, un petit peu moins plastique. Mais lui, il s'habitue en fait. Mais l'enfant, il s'habitue en 7, 8, 10, 12 heures. En 36 heures, on a 95% d'adaptation. Donc, l'enfant n'a pas du tout de problème et il arrive à les porter. Il les porte 5, 6, 8, 10, 12 heures. Et on a prouvé que plus on les portait longtemps, plus c'était efficace. C'est un traitement, c'est comme la crème solaire. Si vous en mettez une fois puis vous allez au soleil pendant 6 heures, ça va brûler un petit peu. Si vous portez vos lunettes pendant 12 heures, c'est comme remettre de la crème solaire toutes les demi-heures. Et ça crée vraiment ces phénomènes de durée de traitement qui sont très importants. Et donc, ce traitement sur les verres fait en sorte que la myopie disparaît petit à petit à la longue de porter ses verres, de porter ses lunettes. Alors, elle ne disparaît pas encore. Alors, ça dépend des enfants. C'est ça qui est très intéressant. Il y a des enfants qui réagissent très très bien, et à tel point qu'en fait, la croissance de l'œil est pratiquement stoppée. Donc, quand l'œil arrête de croître, on arrête. Oui, on arrête la myopie. Et même, elle peut régresser dans une certaine mesure. La majorité, dans nos études, elle nous montre que c'est 60 à 70% de réduction de progression de myopie par rapport à quelqu'un qui utilise des verres normaux. Donc, ça ralentit vraiment énormément la myopie. La question la plus importante maintenant, c'est de savoir comment on va individualiser ces traitements. Pourquoi certains enfants répondent mieux, d'autres moins bien. Et c'est là qu'on va faire toute la différence. On a des lunettes connectées qui nous permettent de mesurer le temps de port. C'est-à-dire, donc, ce sont des lunettes qui sont connectées avec le type de verre. Donc il y a les verres, donc les verres Stellest. Et il y a un petit peu d'électronique dans la lunette. Et la lunette, elle voit un peu ce qui se passe, que le patient, s'il est adhérent au traitement, c'est-à-dire s'il porte ses lunettes 6, 8, 10, 12 heures par jour. Parce qu'il y a des capteurs qui vont savoir si la paire de lunettes est posée ou si elle est portée. Voilà, c'est comme un accélérateur sur un téléphone, etc. On va savoir si c'est porté ou pas. Donc vous récupérez après cette data ? On récupère cette data, et quand l'enfant retourne chez son ophtalmologiste ou chez son opticien, en fonction des pays, en France, l'ophtalmologiste, on va pouvoir lire ce qui s'est passé, quel a été le temps qu'il a porté, et si le produit a été peu ou moyennement efficace, il faudra changer le traitement. Mais s'il n'a porté que 6 heures par jour, on va dire maintenant il faut porter 12 heures, et là vous allez retrouver votre traitement. Donc c'est un petit peu vraiment de l'électronique embarquée dans la lunette, c'est donc une solution complète, cette solution verre et monture, et de la donnée. Et on va mettre de la donnée, on va accumuler de la donnée au fur et à mesure pour pouvoir individualiser ces traitements. Mais ces lunettes et cette monture connectée, ça existe déjà ? Alors ça existe déjà. Ça existe déjà. Les verres, ils existent. La monture, elle sera lancée en Chine dans les prochains mois parce que c'est là où il y a une vraie, comme on disait, une épidémie. Exactement. Mais bon, si 30% des jeunes Français ont ce problème... Il faut absolument qu'on développe. Donc on a des montures. Vous savez, les Chinois, ils ont un visage différent des Caucasiens. Donc on a développé d'abord pour la Chine et donc ils n'ont pas tout à fait la forme qu'il faudrait pour les amener en France. C'est-à-dire qu'une paire de lunettes chinoises n'est pas forcément agréable à porter pour un Européen, c'est ça ? Non, parce qu'on n'a pas la même manière de porter sur cette petite partie-là. Et eux, il faut que ça soit beaucoup plus portant. Nous, ça peut être un peu différent. Mais aussi le mot qui commence demain, le salon de l'optique, il y a ces montures qui seront présentées, on peut venir les voir. Il y a la monture spécifique enfant, il y aura une monture connectée qu'on va ramener petit à petit, puis il y a ces verres Stellest qui sont... Et je crois qu'ils existent même en version solaire, ils existent pour que justement l'enfant puisse aussi... passer du temps en extérieur. Et donc soigner sa myopie même en extérieur. Vous avez tout compris. Il faut absolument être à l'extérieur. Il vaut mieux porter des solaires parce qu'évidemment, les yeux ici s'abîment avec les UV, surtout chez les enfants. Donc, il faut reconnecter tout ça ensemble avec des verres solaires. Et l'intérêt de toute cette technologie, c'est le verre qui fait le diagnostic avec des instruments qu'on a, des verres qui permettent de traiter, des montures qui permettent de suivre le comportement. Et grâce à la donnée qu'on accumule, individualiser petit à petit des traitements pour être de plus en plus efficaces en fonction de la réalité. Chacun a un comportement, un background génétique, des éléments différenciés. Donc en fait, Essilor, c'est devenu la santé visuelle, mais c'est la medtech de la santé visuelle. Essilor Luxottica, c'est une société medtech, on ne s'en rend pas compte. Bien sûr. Mais de l'analogique, du verre analogique qu'on avait, maintenant, on a Essilor, la marque medtech de la santé visuelle. C'est ce vers quoi on va tous ensemble avec ce premier pas dans la myopie. Ouais, passionnant, merci beaucoup. Et c'est le premier rendez-vous en fait, que nous aurons dans Tech & Co sur BFM Business concernant justement l'innovation chez Essilor. Et régulièrement, une fois par mois, on évoquera
Voilà, tous les travaux que fait Essilor. Évidemment, il y a les lunettes connectées qu'on connaît, on va parler de évidemment, ça, les Ray-Ban, etc. Mais il y a plein d'autres choses et on découvrira tout cela tous les mois. Merci beaucoup, en tout cas. C'était passionnant. Arnaud Ribado-Dumas, directeur catégorie Optique Monde chez Essilor Luxottica. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, François. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et j'accueille tout de suite Salomé Ferrari qui est avec nous. Bonsoir. Salomé. Bonsoir. La musique générée par intelligence artificielle, on en parle de temps en temps dans Tech & Co. C'est un fléau pour de nombreuses plateformes de streaming. Spotify a décidé de prendre le taureau par les cornes et vient d'annoncer de nouvelles mesures, c'est ça ? C'est ça, en fait, ça fait plusieurs mois que Spotify est critiqué pour sa gestion, ou plutôt son absence de gestion des contenus qui sont générés par IA. On a tous ce souvenir cet été de l'immense succès de The Velvet Sundown, qui était un groupe qui était entièrement généré par IA, sauf que contrairement à Deezer, Spotify a oublié de le mentionner. Donc là, quelques mois après cette histoire, finalement l'entreprise a enfin décidé de modifier ses règles pour tenter justement de juguler le phénomène. Alors désormais, lorsqu'un contenu va utiliser de l'IA, soit partiellement, soit entièrement, ça va être indiqué. Le seul problème, c'est qu'il faut encore trouver l'indication parce qu'elle est cachée en fait dans les crédits de la musique. Et ça, c'est une démarche qui est vraiment différente de son concurrent Deezer, qui lui, depuis plusieurs mois, étiquette clairement sous un titre ou sous un album que c'est généré par IA. C'est vrai que l'acteur français Deezer est en avance sur ce sujet par rapport à Spotify, notamment Cocorico. Ça fait plaisir, Salomé. Alors tiens, si des contenus qui utilisent l'IA, est-ce que malgré tout, ils sont monétisés ? Parce qu'on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Clairement, surtout sur les plateformes de streaming. Et en fait, ça va dépendre. Ça va dépendre si ces contenus vont respecter les standards de Spotify. Et si c'est le cas, ils vont rester référencés et monétisés. Après, qu'est-ce que c'est les standards de Spotify, tu vas me demander ? C'est ça. C'est un petit peu flou. En fait, les IA qui vont cloner sans autorisation les voix d'artistes, celles-là vont être totalement interdites. Et du coup, Spotify a essayé de développer un filtre qui est capable de les repérer. Surtout qui est capable de repérer toutes les astuces que ces IA justement utilisent pour essayer de pousser les contenus. Donc on parle par exemple de quand ils vont être mettre en ligne massivement des contenus par IA, lorsqu'ils vont essayer de contourner certaines règles pour les pousser en avant dans l'algorithme et qui remontent très rapidement dans les recherches, ou tout simplement qui utilisent du contenu qui est soumis au droit d'auteur. Et pour tout ça, maintenant, il y a un filtre. Eh bien voilà, on voit quand même que ça bouge du côté de l'industrie musicale pour essayer un petit peu long, mais c'est bon. Voilà, de freiner cette arrivée massive de l'IA, de l'IA générative, de la musique générée par IA générative. Merci beaucoup, c'était Salomé Ferrari. Si ce sujet vous intéresse, évidemment, je vous invite à le lire en intégralité sur le site de Tech & Co. Et on va parler maintenant, de secrétariat médical boosté à l'IA avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Et j'accueille Elliot Offenberg. Bonsoir Elliot. Bonsoir François. Cofondateur de Voca.ai. Vous êtes avec nous déjà pour nous présenter votre solution. Et ce qui est intéressant, c'est que vous venez avec une bonne nouvelle puisque vous venez de lever 4,7 millions d'euros pour transformer ce secrétariat médical avec l'IA. Alors expliquez-nous déjà, qu'est-ce que c'est que Voca.ai ? Donc Voca.ai, on est une solution de secrétariat téléphonique avec de l'IA pour les établissements de santé. Donc aujourd'hui, on vient traiter les appels des patients, que ce soit des appels entrants et sortants, pour de la prise de rendez-vous, du suivi, de la confirmation ou la réponse aux questions. Exemple, j'appelle un hôpital, c'est galère. Et là, évidemment, je pointe du doigt personne parce que, évidemment, les personnes qui sont au téléphone, au secrétariat, sont complètement débordées. Elles ont plein de choses à faire, en plus que de décrocher le téléphone. Donc, on peut attendre très longtemps et on peut être découragé. Là, j'appelle le numéro de l'hôpital. Avec votre solution, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, vous avez tout à fait raison. En moyenne, en France, c'est plus de 5 minutes d'attente sur un hôpital, un service hospitalier. Et au-delà de ça, on va avoir entre 30 et 40% des appels qui ne seront jamais répondus, donc qui tombent dans le vide ou qui sont abandonnés. Aujourd'hui, donc, on a par exemple lancé sur un service hospitalier de région parisienne sur lesquels 100% des appels sont répondus par l'IA. L'IA a la capacité d'aller prendre les rendez-vous avec beaucoup de granularité, donc elle peut poser des questions quand c'est des situations complexes, faire du triage, elle comprend chacune des spécialités. Mais comment ça... questions, etc. Excusez-moi, mais quand j'appelle, qu'est-ce que j'ai au téléphone ? J'ai une voix qui me parle comme si c'était un humain avec un naturel qui est confondant ou pas ? Ou est-ce qu'on sait que c'est une IA ? Je vous incite à aller sur notre site dans lequel vous pouvez directement essayer d'un appel avec une IA.
Aujourd'hui, lorsqu'on prévient que c'est une IA directement en première phrase. Okay. Par contre, on a fait quelques tests où on ne prévient pas et on a marqué que 40% des patients qui appelaient lorsqu'ils ne sont pas prévenus, lors de la première minute, ne se rendent pas compte que c'est une IA. Lors des conversations un peu plus longues, comme il peut y avoir certaines demandes en plus, ils peuvent s'en rendre compte, mais au niveau de la qualité de la voix, de la latence, on est sur des technologies qui sont aujourd'hui extraordinaires et en pleine évolution et qui permettent d'aller à un niveau de granularité qui est extrêmement fin. Donc l'intérêt en fait de cette technologie, c'est que ça permet donc d'avoir un 100% de taux de décrochage de téléphone en fait, et ça va aiguiller après, j'imagine, tous les appels vers les bons services. Non, ça vient vraiment traiter la demande et c'est ça en fait, la magie aujourd'hui de l'IA et au niveau du secrétariat. C'est pas uniquement une simplification de l'accès, c'est un changement dans la manière dont on va interagir avec la santé. Aujourd'hui, la santé, soit on passe par une secrétaire qui va s'occuper de vous dans 70% des cas pour poser votre rendez-vous parce qu'elle doit comprendre votre demande. Bien sûr. Et il y a des spécificités. Soit on passe par des rendez-vous web qui est assez standardisé. L'IA, elle va pouvoir apporter un peu le meilleur des deux mondes. De l'accessibilité et de la simplification avec que ce soit d'ailleurs en téléphone ou en chat, mais aussi de la personnalisation. On va pouvoir comprendre votre demande et poser le bon rendez-vous par rapport à la bonne demande, vous poser les bonnes questions en amont, informer le médecin de toutes les informations que vous voulez communiquer pour avoir en fait le vrai rôle que la secrétaire ferait. C'est-à-dire que, en fait, il se peut que je passe 2 minutes au téléphone sans discuter à un humain et que je raccroche et que j'ai pris un rendez-vous, en fait, avec un médecin ou un spécialiste. Alors, sur les établissements qu'on accompagne, donc plus de 200 d'entre eux aujourd'hui, c'est 85% des appels qui sont 100% automatisés avec aucune... avec la satisfaction de la personne qui a appelé. Exactement. On a fait, bien entendu, et sur les études de satisfaction, on est à 93%, donc c'est mieux qu'aujourd'hui les réponses sur des secrétaires. Parce qu'on a la chance de pas être, Liane a la chance de pas avoir quelqu'un en face d'elle à qui elle doit répondre, de pas être pressée et de pas avoir 5 personnes qui sont en attente sur la ligne. Ce qui est intéressant, c'est que votre solution a séduit plus de 2000 praticiens et géré plus de 4 millions d'appels, c'est ça? Exactement, et d'ailleurs, je voulais vous remercier. Il y a un an pile, on était sur cette émission pour annoncer le lancement du produit. On avait à l'époque quelques clients. Et donc sur et vous êtes passé sur Tech & Co et là ça a explosé. Et depuis tout a changé. Incroyable. C'est dès le début. C'est surtout parce que ce que vous avez mis en place fonctionne. On se rend compte, moi, on parle tous les soirs de l'IA générative et de notamment les progrès que font l'IA. Ça va vite aussi dans votre système, c'est-à-dire que ce que vous imaginiez, ce que vous faites aujourd'hui, est-ce qu'il y a un an, c'était aussi bien ou est-ce qu'il y a eu des progrès dans la compréhension, dans la qualité des voix lorsqu'on passe un appel avec une IA? Il n'y a rien de plus excitant que de travailler dans l'IA aujourd'hui. C'est aussi extrêmement challengeant. On a des nouvelles technologies qui sortent tous les jours et qu'on doit tester, vérifier. Et on ne peut pas non plus les mettre directement en production. Donc, il faut à chaque fois bien les vérifier. Oui, donc il y a une latence entre ce que vous mettez en œuvre et ce qui sort véritablement. Exactement. Mais par contre, chaque mois, il faut tout remettre en question. Et se dire comment est-ce qu'on peut refaire nos briques technologiques pour avoir les solutions qui sont les plus adaptées. Et en termes de qualité, on sait déjà que dans un an, 90% des gens ne se rendront même plus compte qu'ils parleront avec une IA. Pour vous, à votre avis, vous êtes là-dedans, dans un an, il y aura des solutions qui feront que 90% des gens ne se rendront même plus compte qu'ils discutent avec une IA au téléphone. Déjà, aujourd'hui, en anglais, je vous garantis que sur beaucoup de cas d'usage, vous pouvez pas vous en rendre compte. Et même moi qui suis dedans toute la journée, vous pouvez vous faire avoir. Je me pose régulièrement la question et ça m'est déjà arrivé de demander à quelqu'un d'humain si c'était une IA pour vérifier à tel point que... Et si vous posez la question à une IA, qu'est-ce qu'il vous dit? Ça, tout dépend comment on la prompte et comment on la paramètre. D'accord. Il y a différentes méthodes. On peut lui faire dire ce qu'on a envie. Ça, c'est la réponse politique. Le fait qu'on ne reconnaisse pas l'IA, à votre avis, c'est un atout ou un inconvénient? Ça peut être dangereux aussi? C'est dangereux. À mon avis, c'est comme toute technologie ou comme tout outil. C'est extrêmement efficace lorsqu'on est bien intentionné. Ça peut être extrêmement dangereux lorsqu'on est mal intentionné. Et donc, le plus important, c'est d'être plutôt bien intentionné et très bien éduqué aussi sur ces sujets-là. Donc, dans notre secteur, on va dire qu'il y a relativement peu de risques. Par contre, bien entendu, sur des systèmes de fraude, il y a énormément de fraudes qui peuvent être faites. Avec cette levée, bien sûr, vous voulez tripler vos effectifs, équiper plus de 10 000 praticiens d'ici 2026. Voilà, donc ça avance. Encore bravo.
On se retrouve dans un an pour faire le point. Écoutez, on aura des encore plus belles nouvelles à vous annoncer. Merci. J'espère bien. Vous serez le bienvenu sur le plateau de Tech & Co. Voilà, Voca, que l'on suit, Voca et Elliott Offenberg. Merci beaucoup. À l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Très belle soirée. Vous pouvez rester assis, on a fini, de toute façon. Tech & Co est terminé. Je vous souhaite un excellent week-end. Le replay et le podcast de cette émission qui vous attendent dans quelques minutes. De quoi je me mail dès demain. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, début de semaine. Ce sera avec Frédéric Simotel. À très bientôt en tout cas. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.